avec Andréane Côté, organisatrice de l'événement Laissons la parole à l'invisible, un événement qui aborde le sujet de la COVID longue. En quelques mots, comment définiriez-vous la COVID longue? C'est comment, tu sais, En fait, la COVID longue, pour avoir la COVID longue, il faut d'abord avoir la COVID et avoir des symptômes persistants après avoir guéri de sa COVID. Les symptômes persistants peuvent ressembler à de la fatigue chronique, du brouillard cérébral, des acouphènes, de la névralgie du trijumeau, un POTS. POTS, en fait, c'est des problèmes de battement cardiaque en station debout, pas se sentir bien en station debout. Il y a 200 symptômes de listés pour les personnes atteintes de COVID longue. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est on a la COVID et finalement, la fatigue persiste et au bout de 12 semaines, ces symptômes-là que je viens de nommer persistent encore et ne partent pas. Les gens sont incapables, pour une bonne majorité, de poursuivre le travail. Ils sont incapables de faire du sport parce qu'aussitôt qu'ils font du sport, dans le fond, ils tombent en ce qu'on appelle un malaise post-effort. C'est une diminution d'énergie qui fait en sorte que qui fait en sorte qu'ils sont encore un plus grand nombre d'heures au lit pour récupérer. puis l'événement s'appelle Laissons la parole à l'invisible. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que personne n'en parle? Est-ce que c'est parce que c'est pas assez connu encore, puis il y a des recherches qui se font sur la COVID longue? Pouvez-vous m'en dire plus? En fait, c'est surtout parce que personne n'en parle. Parce qu'il y a quand même une mobilisation au niveau international, je reviendrai là-dessus, mais c'est ça, c'est que personne ose en parler. Parler de COVID, c'est tabou. On se rappelle la pandémie, on était tannés. Bon, et ramener le sujet de la COVID au niveau de la population, il faut quand même, c'est ça, là, être fait fort. Je vais dire ça comme ça. Cela dit, en attendant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des symptômes persistants, mais ils sont laissés sans soins et ils sont des années au lit. Il y a des personnes, ça fait 6 ans qu'ils sont au lit, malades, incapables de travailler, incapables d'avoir une vie normale. Alors, c'est pour ça, laissons la parole à l'invisible. On se dit, aujourd'hui, on va rendre visible avec des scientifiques et des témoignages, on rend visible la COVID longue pour qu'enfin, il y ait une prise en charge par le gouvernement pour trouver des traitements, parce qu'on serait capable de le faire maintenant avec les chercheurs. Puis, êtes-vous en mesure de me dire, il y a combien de personnes qui sont atteintes de COVID longue au Québec? Évidemment, il n'y a pas beaucoup de statistiques à ce niveau, puisqu'on n'en parle pas. On ne donne pas donc de financement pour tenir des statistiques. Cela dit, en 2023, l'INSPQ, qui est quand même un organisme reconnu, a fait un sondage auprès des travailleurs de la santé. 24 000 travailleurs de la santé sondés avaient une COVID longue. On s'entend qu'à 3 ans après, il y en a encore davantage. Il y a une chercheuse albertaine qui a fait une estimation des personnes de moins de 18 ans au Québec. Et elle estimait à 120 000 personnes de 18 ans qui avaient la COVID longue. Puis, bon, pour les gens de la côte de Beaupré puis de l'île d'Orléans, est-ce que le fait d'habiter dans ces coins-là euh, fait en sorte qu'il y a moins de cas, plus de cas? Êtes-vous capable de me diriger un peu en quoi ça peut concerner les gens de la côte de Beaupré et de l'île d'Orléans, l'événement aujourd'hui? Ben, en fait, je vous dirais, pour ce qui concerne là, la disparité des cas, personne n'est à l'abri, peu importe la région. Pour les personnes de Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans, ce qui est important, c'est que présentement, ceux qui sont sur les groupes Facebook de COVID longue, parce que comme il n'y avait pas de soins, les groupes Facebook de soutien et d'entraide ont été créés. Alors, ces personnes-là qui sont inscrites à l'événement peuvent le suivre, entendre les chercheurs, entendre les témoignages et en fait, peut-être trouver des pistes pour leur permettre d'avoir un petit peu plus d'espoir. Alors, c'est ça. Ce que je veux mentionner, c'est que euh, dans la région de Québec, il y a un seul infectiologue qui pourrait recevoir les personnes de Côte-de-Beaupré et de Côte-de-Beaupré de l'île d'Orléans. Alors, c'est sûr que les listes d'attente sont longues, d'où l'importance de l'événement et de partager par votre support média, de partager cet événement-là pour que votre population, en fait, en soit informée, puisse en bénéficier. Donc, si je comprends bien, les services locaux vont même à Québec ou qui peut desservir les gens de la côte de Beaupré et l'île d'Orléans ne sont pas adaptés du tout par rapport au nombre de cas qui peuvent affecter les jeunes de la population. Tout à fait, tout à fait. Puis, vous me parlez là, d'impact fréquent. C'est quoi lui qu'on voit le plus? L'incapacité à travailler, l'incapacité à étudier? C'est quoi l'impact le plus gros dans une vie de quelqu'un qui est atteint de la COVID longue?
C'est difficile de répondre à cette question-là. Je vous dirais, c'est sûr qu'au départ, lorsqu'on parle de fatigue chronique, les gens n'ont pas d'énergie pour vaquer à leurs occupations quotidiennes, pas d'énergie pour continuer à travailler, pas d'énergie pour continuer à aller à l'école. Alors, quand l'énergie, c'est ça, est pas au rendez-vous, notre vie se résume à quoi? Passer 15, 16, 17, jusqu'à 20 heures au lit à récupérer pour essayer de retrouver un petit minimum d'énergie pour faire des activités. Il y a le brouillard cérébral aussi qui affecte énormément les gens. Brouillard cérébral, l'impact, ça peut être qu'on a de la difficulté à entretenir une conversation, même si c'est du 1-1. Là, si je comprends bien, ça affecte. C'est pas le genre de maladie qui affecte. En fait, il n'y a aucune maladie qui affecte seulement la personne même atteinte. Ça doit être difficile pour les familles, le côté social autour, là. Difficile pour les familles, difficile pour les enfants. Il ne faut pas oublier les enfants pour lesquels les mères de famille sont incapables de s'occuper d'eux comme avant. Cela dit, ce qui est important de mentionner, c'est qu'il y a des chercheurs québécois de réputation internationale, de réputation canadienne, qui présentement nous certifient qu'ils ont des preuves scientifiques crédibles, suffisamment crédibles pour démarrer des essais cliniques pour trouver des traitements, si le financement est au rendez-vous. Alors, ça peut donner de l'espoir aux personnes de Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans, dans la mesure où le financement est au rendez-vous pour que ces chercheurs-là puissent poursuivre leur recherche. Je répète, présentement, ils ont vraiment les données scientifiques récentes et crédibles pour aller vers de la recherche pour des traitements. Alors, c'est un appel aux élus du gouvernement du Québec de financer les projets de recherche de nos chercheurs. Puis bon, là, j'ai une question qui me saute en tête, là. Les gens qui sont incapables de travailler, les gens si c'est pas une maladie qui est reconnue ou qui est assez connue, comment ça fonctionne, les programmes d'aide, ou comment que les gens font pour s'en sortir? Ils perdent leur emploi, sont sur l'assurance emploi, comment ça marche? Excellente question. Plusieurs, oui, ont perdu leur emploi. Je vous dirais, cela dit, qu'on reconnaît de plus en plus la COVID longue au niveau de certaines investigations menant à des confirmations d'invalidité. Alors, ça chemine à ce niveau-là, mais au niveau des employeurs, en fait, là, les gens, c'est ça, ils ont quand même de la difficulté à être compris parce qu'on n'en fait pas de... On ne sensibilise pas à la COVID longue au niveau de la population. Alors, on comprend la difficulté au niveau de la compréhension des employeurs et des compagnies d'assurance également. Puis bon, on est ici pour en discuter, pour faire valoir un peu les impacts, pour que ça soit connu. Est-ce que vous sentez encore des préjugés ou de la minimisation des symptômes? Mettons, vous expliquez les symptômes, les gens sont comme, oh, c'est pas si grave que ça finalement, là. Bon, on ne se cachera pas que c'est un sujet tabou, ça c'est sûr. Les gens ne veulent plus entendre parler de COVID longue, de COVID, pardon, encore bien moins de COVID longue. C'est pour ça justement qu'il faut laisser la parole à l'invisible avec des experts. On a quand même des scientifiques de réputation internationale. On a d'ailleurs un modèle de clinique de COVID longue du BC qui va être présenté, qui pourrait très bien être mis en place ici au Québec. Et en fait, c'est pour justement confirmer que ça existe bel et bien et que ça prend une prise en charge de par, c'est ça, nos élus. C'est clair qu'on ne se fera pas de politique excusez. En politique, c'est difficile de ramener le sujet, mais est-ce qu'il faut quand même ne pas en parler au détriment des familles, des mères de famille? Puis tantôt, je vous parlais des 120 000 jeunes qui sont aux prises avec cette maladie-là. À un moment donné, il faut reconnaître que ça existe et il faut que le financement arrive. Ça, là, vous parlez de financement, parlez d'injection d'argent, mais est-ce qu'il y a des acteurs locaux, des organismes ou même des municipalités qui peuvent aider sans nécessairement mettre de l'argent, mais à mieux informer les gens? Absolument. C'est ce que vous faites aujourd'hui. C'est exactement ce que vous faites aujourd'hui par votre présence. Vous allez être en mesure de passer ce témoignage-là, cette entrevue-là, et ça va être vu par les gens de votre population, les entreprises, les organismes. C'est un des meilleurs moyens pour faire de la sensibilisation et aider les personnes de la Côte-de-Beaupré ou de l'île d'Orléans à être mieux compris, mieux supportés. J'ai une dernière question pour vous, Madame Côté. Êtes-vous optimiste quand vous regardez le futur de la compréhension de la COVID longue au Québec?
C'est difficile de répondre oui. La raison est simple, c'est que lorsque je regarde ce qui se passe ailleurs, à l'international, je vois de grandes mobilisations. Euh, le meilleur exemple, c'est le ministre de la Santé en Allemagne, qui s'est levé debout, clame haut et fort, les personnes touchées de la COVID longue ne souffriront pas de nos restrictions budgétaires. Il a investi 150 millions d'euros pour faire de la recherche et trouver des traitements. Difficile d'être optimiste au Québec parce que présentement, les financements sont coupés par Santé Québec depuis 2025. Ça n'a pas été reconduit. Moi, depuis 1 an et demi, dans les articles que je lis sur la COVID longue de journaux, ce que j'entends, c'est « Ah, Santé Québec va bientôt annoncer quelque chose pour les personnes atteintes de COVID longue. » Je vous en prie, là, ça fait 1 an et demi que les personnes et les jeunes qui souffrent de COVID longue attendent. La maladie, elle n'attend pas. Elle avance, et plus elle avance, plus elle va contribuer à développer des maladies chroniques auprès des Québécois qui sont atteints de COVID longue. Alors, il faut agir. C'est un appel pour qu'on agisse maintenant. Je suis contente que Mme Christine Fréchette ait mentionné vouloir faire des changements, vouloir rendre les services plus accessibles. Alors, je suis confiante que Mme Fréchette va faire le nécessaire pour développer du financement digne de ce nom, pour que nos chercheurs québécois puissent poursuivre la recherche, parce que là, on est rendu à être en mesure, je le répète, de trouver des traitements potentiels. Madame Côté, merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous.